Quand j'ai vu tout ce que les femmes faisaient, c'est un mélange d'admiration, de respect et une profonde remise en question. Culturellement, ça vient remettre plein de choses en perspective, dont la polygamie. Plus un homme a d'épouses, plus son foyer sera périn. Il n'y a aucune épreuve là qu'on traverse dans nos sociétés, là où on mange de la burrata et on boit de l'eau. Il n'y a aucune épreuve qu'on pourra vivre plus douloureuse que ce qu'ils vivent. À toutes les personnes qui auraient pu entendre peut-être ce témoignage, regarder cette vidéo. Najib, Hmm. qu'est-ce qui t'a marqué le plus au Togo? Ce qui m'a marqué le plus, c'est les femmes. C'est les femmes. Depuis près de 3 ans que je pratique les psychothérapies, la plupart des personnes que j'ai en consultation, ce sont des femmes. Je me rends compte de tellement de choses. À 33 ans maintenant, je me rends compte que j'ai jamais compris ma mère. Quand je vois tout ce que ces femmes ne disent pas, tout ce que ces femmes traversent, tout ce qu'elles subissent comme épreuve, je me rends compte que non seulement j'ai jamais véritablement parlé avec ma maman, que je ne pourrai jamais parler véritablement avec elle sur certains sujets, et je me rends compte que je ne la connais pas. En allant au Togo, quand j'ai vu tout ce que les femmes faisaient, c'est un mélange d'admiration, de respect et une profonde remise en question. Comment est-ce que, en tant qu'homme, on arrive à une telle situation? À laisser la femme aller chercher tous les matins l'eau, la porter sur sa tête, des grosses bassines comme ça, avec un enfant parfois dans le dos. Et je suis pas là pour juger sur le plan culturel. Donc je respecte et je comprends tout à fait que traditionnellement, ça puisse être la femme qui fasse ça. Culturellement, ça vient remettre plein de choses en perspective, dont la polygamie. Aussi. Non mais, ouais, non mais on parle de tout, cash, franchement. Ouais, je comprends pourquoi les hommes togolais, oui, oui, sont aussi intéressés par la polygamie. C'est une question de survie. C'est plus juste une question de satisfaire des besoins primaires. C'est une question de survie. Plus un homme a d'épouses, plus son foyer sera périn. 4 épouses, attention, tu sais, on pourrait croire que j'en fais la promotion, mais c'est pas mon cas. Une fois de plus, en tant que praticien en psychothérapie, j'aborde ces missions aussi avec euh, une dimension intellectuelle et d'étude. J'essaie de comprendre sans juger. Et c'est pas parce que je comprends quelque chose que je l'accepterai pour moi. Non, non. J'essaie de le comprendre et de l'entendre. Et je comprends qu'une femme seule, elle doit souffrir. Si c'est elle tous les jours qui va chercher l'eau sur sa tête, elle doit souffrir. Bah, s'il y en a 4, bah, je pense que les tâches elles doivent être un peu plus réparties. Est-ce que ça justifie la polygamie ou le traitement de la femme? Non. Par contre, ça me permet de comprendre à quel point la femme, sans elle, l'Afrique ne serait rien. Je laisse les Togolais à leurs problématiques et je reviens aux miennes. Et ça me pousse à me poser la question, tu vois. Toutes les fois, au moins, j'ai laissé ma femme aller faire des courses. Chaque fois que je vais faire les courses, je ramène jamais tout ce qu'il y a sur la liste. Et je pense qu'on est plein d'hommes comme ça. Toi aussi, t'as le droit de ne pas répondre. Tu sais, nos épouses, elles ont un sens du détail. Et elles ont une capacité à être orientées vers ce qu'il manque, comme ce qui manque pas aussi, mais on déloue. Je pense vraiment que structurellement, l'homme, dans toutes les sociétés, a un gros problème et le fait d'avoir vu ce qu'on a vu au Togo, ça montre à quel point on a énormément de travail, encore plus que tout ce que je pourrais imaginer. Non, c'est beaucoup de remise en question. La femme togolaise, championne d'Afrique. De la femme togolaise ou de la femme africaine? Je dirais la femme africaine. La femme africaine d'une manière générale, parce que en réalité, moi quand je vois ces femmes-là, ça me fait penser à mes tantes.
algérienne, et c'est la même chose. J'ai une tante algérienne, elle est fascinante. Elle ne vit que pour ses petits-enfants, ses enfants, et elle éprouve énormément de plaisir, de joie et de liberté à faire la cuisine et le ménage tout au long de la journée. Et elle ne demande rien d'autre, ça lui va. Ça lui va. Tu l'invites à manger dans un restaurant, elle va pas se sentir à l'aise. Pourquoi est-ce que je vais aller cuisiner, pourquoi est-ce que je vais aller manger la cuisine d'un autre alors que je cuisine très bien? Et elle est épanouie, elle est à sa place. Elle se sent à sa place. Et moi, j'ai énormément d'admiration, surtout en tant que voyageur, toi comme moi, on peut avoir tendance à aller chercher dans un ailleurs une forme de bonheur ou d'apaisement, de soulagement. Mais elle est face à son mur et elle est heureuse. Ça, c'est le summum de la maîtrise. Plus tard, je voudrais être comme elle. Une femme. Une, une femme qui fait la vaisselle pour les gens qu'elle aime. Ça me plairait bien. Ça rejoint une deuxième question, Nadib, justement. C'est comment tu caractériserais leur force mentale à ces femmes-là? C'est une force spirituelle. C'est une force spirituelle. Avec un mélange d'acceptation de leurs conditions, de compréhension de l'héritage qui leur a été transmis. Et mine de rien, il y a énormément de pédagogie dans cette transmission de la culture, puisqu'on a vu des jeunes femmes dès 4 ans sont initiées à porter des petites bassines. C'est une force spirituelle, avec un mélange, bien évidemment, de foi, une foi que tu sens profondément ancrée en elles, l'héritage culturel, elles savent qui ils sont, qui elles sont dans leur identité. C'est non négociable. Elles savent qui elles sont. Une force physique, bien évidemment. Une force physique. C'est depuis toujours, elles sont en entraînement. C'est là où tu te rends compte que nous, on est fragile. Les salles de muscu. Moi, le premier, j'y vais. Mais à quoi ça sert d'y aller si, quand je vais en Indonésie, je suis pas capable de tenir 1 heure sur un chantier avec les ouvriers? Si je suis pas capable pendant 5 minutes de tenir une bassine sur ma tête? C'est là où tu te rends compte même nos sports n'ont pas de sens. Justement, par rapport à ça, tu te souviens quand on a fait les fourrages, on a, on a assisté à la réalisation du fourrage. Et comme tu sais, c'est long. Je pense notamment au dernier forage qu'on a fait, qui a commencé aux alentours de 15h, 15h30, qui a terminé à la tombée de la nuit, qui a poursuivi le lendemain. Tu aurais pu attendre, toi, comme ça, autant de temps, sans parler, sans rien dire, en observant, en étant assis? Aujourd'hui, non. Si on vivait dans leurs conditions, oui. Mais aujourd'hui, non. Parce que nous, on est tout le temps sursollicité. À un point où on n'est pas sollicité, on s'étonne. Des fois, moi le premier, je me surprends à appuyer comme ça sur mon téléphone. Et si j'ai pas de notification, je suis surpris. Un jour, je me suis auto-questionné sur ça. Qu'est-ce qui fait qu'on a tous parfois ce réflexe d'appuyer sur notre téléphone pour voir si on a reçu une notification? Et j'ai compris que à ce moment-là, c'était un besoin de se savoir aimer, de se savoir exister auprès de quelqu'un. Tu sais, t'es là, t'es tout seul. Théoriquement, il n'y a aucune raison que tu fasses ça. Mais si tu creuses et que t'es véritablement sincère avec toi-même, c'est ah tiens, il y a quelqu'un qui m'aime, tu vois? Ah bah tiens, j'ai reçu un truc. En réalité, même un message ou un commentaire négatif. Ah, il y a quelqu'un qui me déteste. Donc j'existe à travers la détestation de l'autre, mais j'existe. Il y a, il y a ce côté de l'âme, ce côté du nefs qui sent son éphémérité et qui aspire à être éternel. Et une manière pour lui de goûter à cette éternité, c'est l'existanciation dans la pensée de l'autre, dans le regard de l'autre, dans les œuvres qu'il laisse derrière lui. Comme si, écoute, je sais pas ce qui va se passer après. On me parle d'éternité, mais j'arrive pas à le concevoir. Donc j'ai besoin de le saisir, de le voir dans la matérialité. Une notification de quelqu'un, c'est moi qui existe à travers ce quelqu'un dans un ailleurs. Donc, je peux exister en dehors de moi.
Ça va, ça fait pas trop Jean-Claude Van Damme. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ces femmes, elles n'ont pas les téléphones. Les enfants n'ont pas les téléphones. Et donc, ils n'ont pas d'autre choix que de chercher de l'amour qu'auprès des leurs. Donc, s'il y a une dispute avec le papa, s'il y a une dispute avec la maman, s'il y a une dispute avec les frères et sœurs, il n'y a pas le choix que de cohabiter, de faire la paix. Nous, on ne fait pas la paix parce qu'on a le choix entre faire la guerre et faire la paix, entre fuir ou faire la paix. Bah, on va vers la facilité. Eux, leur facilité, c'est ça, c'est de se nourrir de la présence des uns des autres. On les a vus. Quand ils sont en face de toi, qui t'écoutent, qui te regardent, ils sont là. Ils te regardent, toi. Et rien d'autre que toi n'existe à ce moment-là. Est-ce qu'on peut en conclure qu'ils agissent de cette façon-là parce qu'ils n'ont pas le choix, ou bien parce que c'est propre à eux? Le choix, c'est le plus grand ennemi de la liberté. Quelqu'un qui est prisonnier, s'il a le choix entre être prisonnier et être à l'extérieur de sa prison, forcément, il sera toujours en train de penser à ce qu'il y a en dehors de la prison. Mais quelqu'un qui ne connaît rien d'autre que la prison, il n'a pas d'autre choix que de chercher cette liberté à l'intérieur de lui, dans cette prison. Eux n'ont pas le choix. On a discuté avec nos collaborateurs sur place, ils nous expliquaient, certains ils gagnent pas 1 € par jour. Ils cultivent et leur nourriture, c'est ce qu'ils cultivent. Donc ils n'ont pas d'autre choix le matin que d'aller au champ pour travailler. Et c'est pas une question de salaire, c'est une question de manger. Ils n'ont pas de patron, c'est eux leur propre patron. Et ils n'ont pas d'autre choix que d'y aller. Donc quand t'as pas d'autre choix, tu ne peux que sourire. On a parlé des 5 blessures de l'âme. Ça, c'est une blessure d'injustice. L'injustice, c'est quand une situation se présente à moi, elle m'est préjudiciable, mais je n'ai pas d'autre choix que de composer avec. 2 conséquences. La première, un immense sourire au quotidien. J'ai pas le choix. Ok. Bah, quitte à ne pas avoir le choix, on va sourire. Et c'est ça, en mon sens, qui fait la saveur et la valeur des sourires de là-bas. Cette profonde injustice. Deuxième conséquence, deuxième conséquence de la blessure d'injustice, ça crée des yes man et des yes woman. Ils n'ont pas d'autre choix que de dire oui à la situation qui se présente à soi. Nous, ce qui nous fait souffrir, c'est se dire qu'on peut dire oui à une autre situation que celle dans laquelle nous sommes. On va chercher une tentative de résolution ailleurs, alors que nous avons tout. Je vais faire naturellement un parallèle qui soit le plus large possible, ne pas enfermer l'apprentissage de l'expérience à l'expérience elle-même. Une Et permettre à généralité. tout un chacun de tirer un apprentissage de cette expérience spécifique. Dans mon approche et mon regard, hein, c'est-à-dire il y aurait eu caméra ou pas, je lis les choses de cette manière. C'est quoi qui t'a rendu triste? Là-dessus, ce qui me vient en tête, c'est quand on est arrivé et que tous les hommes étaient sur les motos, ça klaxonnait, ça nous a escortés jusqu'au premier village, et de voir toutes ces femmes debout, en train d'attendre, ces enfants qui sourient. Ce qui m'a rendu triste, c'est que dans un moment comme ça, T'as l'air ému. ouais, bien sûr, forcément. Dans un moment comme ça, tu réalises qu'il y a quelqu'un quelque part dans ce monde qui attend que tu déploies pleinement ta potentialité. Il y a quelqu'un quelque part dans ce monde qui attend que tu déploies pleinement ta potentialité. Mais nous, on est pris dans nos questionnements, on est pris dans nos doutes, on est pris dans nos peurs, on est pris dans nos hésitations, et de manière involontairement égocentrée, on s'enferme
dans ces questionnements. Jusqu'au jour où tu arrives dans un village et tu vois qu'il y avait toutes ces personnes qui attendaient que tu sortes de chez toi, que tu fasses le sacrifice de quitter tes proches, de quitter ton confort, de quitter ton lit, de traverser je sais pas combien d'heures de route, d'avion, de voiture, pour tenter quelque chose. Parce qu'en réalité, on est parti donc dans le cadre d'un forage, on n'aurait rien trouvé, ça a été le cas sur un forage, mais ils vont pas nous en vouloir. C'est juste le fait que tu sois venu, c'est le plus beau des cadeaux, avant même que tu aies fait quoi que ce soit. Le fait que tu aies pensé à nous, c'est extraordinaire. Et donc, on va honorer ton arrivée. On n'honore pas ce que tu vas nous faire. On honore ton arrivée. Parce que le fait que tu aies fait le premier pas mérite, en quelque sorte, déjà d'être célébré en soi. Le reste, limite, c'est pas important. Tu as fait le premier pas. Pardon. C'est en ça où je disais, je sais pas si tu es en phase avec ça, mais que les bénéficiaires, le plus important, c'est le temps et l'échange qu'on a avec eux qui prévalent et qui comptent plus que ce qu'on amène en réalité, puisque ce qu'on amène après, ils l'oublient. Et du coup, pour faire le lien avec ça, par rapport à ce qui t'a rendu triste, si tu devais décrire ce séjour-là au Togo, en un seul mot, lequel ce serait? Le premier qui me vient en tête, c'est espoir. L'espoir d'un meilleur fait vivre. On l'a vu. On l'a vu pendant une semaine. L'espoir. Et l'espoir, c'est un mélange de foi. Il n'y a pas d'espoir sans foi. Si tu ne crois pas en quelque chose, tu veux espérer quoi? D'action, de mouvement au quotidien. C'est pas j'espère et je reste les mains dans les poches. Quand on allait là-bas, on voyait des gens sortir des champs avec leurs vêtements tout déchirés, en train de travailler dans le champ, en train de garder des troupeaux, en train d'action, le mouvement, l'accueil de tous les scénarios possibles. La personne désespérée, c'est celle qui a un cœur peut-être tellement fermé qu'elle devient insensible à tout ce qui se passe autour d'elle. Nous, on a trouvé pendant une semaine des gens qui avaient un cœur ouvert, malgré tout. Ils ont été ouverts à tout. Aux bonnes nouvelles comme aux mauvaises, à leurs erreurs, à leurs maladresses, à notre attitude. Et j'espère qu'ils nous pardonneront pour toutes ces fois où on a pu être maladroit avec eux. Parce qu'il y en a eu. Et si tu devais décrire une émotion concernant ce séjour-là? Le mot qui me vient en tête là, c'est fatigue. Fatigue. T'es fatigué? Bah eux aussi ils sont fatigués. Tu penses être arrivé au bout de ta fatigue? Bah leur fatigue elle est infiniment plus grande que toute la fatigue que nous pourrons vivre. Qu'on soit bien clair. Même si le message il peut être culpabilisant, il n'y a aucune épreuve là qu'on traverse dans nos sociétés, là où on mange de la burrata et on boit de l'eau. Il n'y a aucune épreuve qu'on pourra vivre qui sera plus fatigante, plus douloureuse que ce qu'ils vivent. T'as vécu un divorce, ils vivent ça, mais sans eau potable. T'as vécu une séparation, ton couple c'est compliqué, ils vivent la même chose, mais sans eau potable. T'as vécu un deuil, t'as perdu un proche, ils vivent la même chose, mais sans eau potable. Ça, c'est une clé. Ça, c'est une clé. Et on ne saisit pas la valeur de ça. Donc, fatigue. Fatigué de moi-même aussi, qui ne réalise pas ça. C'est facile de le dire. Tu penses que ton rapport à l'eau, il va changer par rapport à cette Non. mission? Toi, ça a déjà changé avec le désert. Il a déjà changé avec le désert. Le désert, il a changé énormément de choses. Mais
il y a des réalités qui sont en lien avec l'environnement. T'auras beau avoir toutes les réalisations, les ouvertures de conscience, si tu reviens dans un environnement qui les balaie d'un revers de main, ça va rester 3 jours, 4 jours, une semaine. C'est pour ça que c'est important, hein. Surtout pour les personnes qui ont l'habitude de partir en voyage ou faire de l'humanitaire, qui peuvent avoir tendance à culpabiliser une fois qu'ils reviennent à- à leur vie normale. C'est normal qu'une fois que tu t'es éloigné de tout ça, bah, tu te retrouves à gaspiller de nouveau l'eau potable. C'est normal. C'est pas toi. C'est nos environnements, nos sociétés. Elles sont faites pour nous éloigner de ça. Mais en même temps, nous sommes la société. Donc c'est facile de dire c'est la société. Nous sommes la société. Donc mon rapport, il change, mais dès qu'il revient, j'aime trop les crêpes au poulet. Qu'est-ce que tu penses du travail de HC sur le terrain, du coup? Pardon. On pourra laisser ces moments, Si tu le souhaites. moi je souhaite. Soit le témoignage du FBI le plus authentique possible. Qu'est-ce que je pense du travail d'humainement concerné? Ben, c'est un travail déjà que je suis depuis des années. On se connaît depuis 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'on se côtoie. Donc 7 ans que je connais l'humain derrière humainement concerné. Les humains, mais l'humain principal derrière humainement concerné. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer d'autres gens. Donc je vais pas mentir sur les autres, je les connais pas. Quelques-uns, seulement. Et je suis parti une fois en Mhm. mission avec eux. C'était des gens extraordinaires. J'ai eu l'occasion de côtoyer les équipes Indonésie, les équipes Maroc, et je sais ô combien ils sont serviables, disponibles, à l'écoute, et ils ont un vrai souci de bien faire. C'est des gens, que ce soit l'équipe Indonésie ou l'équipe Maroc, ou toi aussi, et donc l'équipe France, ce qui est commun à vous trois, je pense que c'est quand on vous fait des sollicitations, vous avez toujours à cœur d'abord le bénéficiaire. Je dis ça parce que nous, systématiquement, dans le cadre des missions qu'on a fait ensemble, je partais pour filmer, recueillir des témoignages, euh, donc créer du contenu. Ben, vous n'avez jamais hésité à me mettre des stops ou me dire Nadib, là, je suis pas sûr qu'on puisse filmer les familles dans ces conditions, ou on va leur présenter, mais on va vraiment y aller progressivement. Et il y a eu toujours ce souci d'abord du bénéficiaire et ensuite du donateur. Ce que j'aime énormément, pour avoir côtoyé d'autres associations, on va mettre d'abord en avant le donateur et après le bénéficiaire. Quitte parfois à mentir au donateur. Quitte parfois à ne pas répondre véritablement aux besoins du bénéficiaire. Donc, je sais pas, par exemple, les bénéficiaires ont besoin d'un forage, mais les donateurs veulent donner un puits, donc on va avoir tendance à privilégier le puits plutôt que le forage. Et ce que j'aime chez toi, c'est que tu vas pas hésiter à dire non ou inviter tes équipes, vos équipes, à dire non, ça on le fait pas, ça nous intéresse pas. Et ça peut être hyper vexant, hyper blessant, t'imagines, en plus, de se dire, non, je suis pas d'un projet, il me dit non, mais on peut pas aider tout le monde. Et ça demande beaucoup de courage. Ça demande plus de courage de dire non, je peux pas vous aider dans votre difficulté, que de dire ouais, vous inquiétez pas, on va le faire, et après se retrouver à pas pouvoir assumer. J'ai rencontré d'autres ONG, et ce qui revient souvent, c'est, et peut-être moi le premier, donc c'est une invitation à moi, à faire attention à ça, mais c'est vrai que les humanitaires vont avoir tendance à se mettre, eux, en avant dans les actions. Et je le dis pas pour te faire plaisir parce que tu es en face de moi, je suis quelques associations sur les réseaux sociaux, et il y a ce truc de super-héros, souvent des hommes, alors que dans l'humanitaire, ben, c'est principalement des femmes qui sont engagées. Dans le milieu associatif, globalement, il y a plus de femmes. Mais
ce sont les hommes qui vont se mettre en avant. Et les hommes vont se mettre en avant dans des conditions. J'ai vu des gens débarquer, faire juste un selfie comme ça, avec les enfants. Eh les enfants, venez, 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 dites merci, blablabla, merci, bip. Oh, vas-y, t'es dedans. Et ils connaissent ni d'Adam ni d'Ève et ciao. C'est rentré chez vous. Et on va utiliser ces images pour dire qu'on intervient dans tel pays. Hors de question. Et c'est un point commun aussi, parce que je me suis retrouvé aussi un jour sur le terrain, dans un pays, là où on a été très bien accueillis, parce que la population suivait déjà ce que je faisais sur les réseaux sociaux. Et l'ONG qui m'avait envoyé sur le terrain, elle m'avait invité à exploiter des images que les habitants m'avaient permis de créer. Pas parce qu'ils supportaient l'association, mais parce qu'ils comprenaient et supportaient l'initiative Human Nudge. Ton travail. Mon travail. Et, ça a été l'une des causes de rupture avec cette ONG, parce que j'aurais dit, je refuse. Il y a eu plusieurs raisons, mais j'aurais dit, je ne peux pas utiliser des images de gens si on ne va pas les aider. Et le nombre d'ONG, mais les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont prêts à faire ça pour collecter des sous. C'est terrible. Tu te sens humainement concerné? C'est pas parce qu'on est sur la chaîne d'Humainement Concerné que je vais dire oui direct. Hein. Je pense que je réalise pas pleinement ce que ça veut dire d'être humainement concerné. Tu les sens le savoir. Sinon, tu n'irais pas à la rencontre de tous ces humains. Moi, je sais que l'échange qu'on a eu juste avant de filmer cette partie m'a fait comprendre que je réalise pas pleinement ce que c'est. Peut-être que je le réalise dans une certaine mesure, mais clairement pas assez, non. Je te laisse clôturer. À toutes les personnes qui auraient pu entendre peut-être ce témoignage, regarder cette vidéo, je pense que c'est important qu'elles sachent qu'elles sont assez et qu'elles sont même déjà tout. En réalité, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Et surtout si quelqu'un est allé au bout de cette vidéo, je pense que c'est déjà quelqu'un qui a cette habitude d'écouter les gens autour d'elle, de les soutenir, de leur apporter de leur amour quitte parfois à s'oublier. Et il n'y a pas besoin de faire plus. Là, tout ce que font ces gens, c'est déjà très bien. C'est déjà plus qu'assez. Il n'y a pas besoin de faire plus. Tu es à ta place, là où tu es, maintenant. Et tout ce que tu es, c'est magnifique. C'est la plus belle des choses que tu pourrais apporter dans ce monde, c'est toi. Donc, je te le dis à toi, je te le dis à eux, je le dis à moi, je le dis à ma mère, je le dis à mon père, mon épouse. Et s'ils l'entendent, c'est bien. S'ils l'entendent pas, c'est pas grave. T'as entendu. Le travail continue. L'aventure n'est pas terminée.